Conakry, le 14 mars 2019. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette émission. Voici le sommaire. Le chef de l'État sur le chantier de l'hôpital Donka, professeur Alpha Condé, est allé apprécier l'évolution des travaux qui sont à ce jour exécutés à plus de 90%. L'infrastructure est impressionnante. La journée mondiale du rein est célébrée ce 14 mars en Guinée. On note le taux élevé des maladies rénales, mais des grandes actions sont mises en œuvre pour une prise en charge des patients. Au sommaire encore, Sport Foot avec la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Égypte 2019. Le sélectionneur du Syrie a publié la liste des 23 joueurs retenus pour le match contre la Centrafrique à Bangui. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce journal s'ouvre sur le Conseil ordinaire des ministres tenu ce jeudi sous la haute autorité du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour, notamment l'opération de déguerpissement des domaines de l'État. Le compte-rendu est signé de Bernard Tanguino. Les membres du gouvernement autour du chef de l'État pour débattre de la vue de la nation. Premier sujet abordé, l'opération de déguerpissement en cours sur le site de Kapororaï. Un sujet sur lequel le président de la République s'est largement prononcé. Monsieur le président de la République a instruit les ministres concernés d'informer largement l'opinion sur les causes, les motivations et les objectifs visés par les opérations de déguerpissement en cours dans la capitale. Il a particulièrement insisté sur la nécessité d'anticiper à l'avenir sur les occupations illicites des domaines publics en empêchant l'installation de citoyens sur des espaces réservés. Il a également mis l'accent sur l'urgence d'entreprendre sur le terrain récupéré des travaux de réalisation d'infrastructures ou à tout le moins de sécurisation afin d'éviter leur réoccupation. Par ailleurs, des enquêtes doivent être diligentées afin d'identifier les cadres de l'administration et ceux des services décentralisés à la base de la cession indue de certaines parcelles afin de donner des suites administratives et judiciaires à ces délits. Le chef de l'État a invité à la réforme et au renforcement des brigades publiques chargées de veiller sur les espaces publics et en particulier interdire et empêcher l'occupation des domaines publics maritimes, le remblayage des bordures de mer, la destruction de la mangrove, la réalisation des constructions anarchiques au mépris des plans d'urbanisation des villes, etc. Le président de la République a instruit les services compétents de procéder à une large diffusion de la liste des réserves foncières de l'État dans le but d'en prévenir l'appropriation illicite. Le chef de l'État a décidé de la mise en place d'une commission assistée d'experts pour la réalisation d'un véritable diagnostic du secteur énergétique afin d'en faire un état des lieux objectif et proposer des inflexions pertinentes de notre politique énergétique ainsi que des stratégies permettant à la fois de faciliter l'atteinte de la couverture intégrale des besoins énergétiques et de réduire de manière significative l'ampleur des subventions dédiées à ce secteur. Le chef de l'État a invité les autorités publiques à soutenir vigoureusement la production locale, notamment les fabrications artisanales, en amenant l'État à acheter directement ses biens de consommation et d'équipement aux producteurs eux-mêmes afin d'éviter les manœuvres spéculatives de certains intermédiaires commerciaux. Le président de la République a rappelé au ministre économique et financier l'impérieuse nécessité de diligenter les dépenses liées à la mise en œuvre des projets dans les secteurs prioritaires comme la santé, l'éducation, l'assainissement, la sécurité, l'eau, l'électricité et le transport. Le président de la République a rappelé l'importance d'un fonctionnement normal du système judiciaire qui demeure le substrat sur lequel peut se construire toute politique de développement économique et social. Il a particulièrement insisté sur l'application effective des décisions de justice, en particulier lorsqu'elles ont acquis l'autorité de la chose jugée. Après les directives données par le chef de l'État sur l'opération de déguerpissement en cours, plusieurs autres dossiers sont présentés et débattus par les membres du gouvernement. Le projet Initiative présidentielle pour le reboisement national, l'organisation prochaine du Hajj en Guinée,
la promotion de la consommation du gaz de butane comme solution alternative à la coupe abusive du bois, le prochain atelier gouvernemental prévu à Bel-Air dans la préfecture de Bofa. Des projets dont la mise en application a été soutenue à l'unanimité par le gouvernement. Sur la question de l'énergie et de l'hydraulique, le ministre des tutelles a exposé sur le projet de développement d'un modèle physico-financier sur l'électricité de Guinée. Il a indiqué que l'objectif de la communication est de présenter le modèle physico-financier devant servir de matrice pour la détermination des tarifs reflétant les coûts de production et les modalités de son fonctionnement en vue de sa mise en œuvre après approbation du Conseil des ministres. Le ministre a expliqué que le développement d'un modèle physico-financier et tarifaire dynamique comprend 3 modules, à savoir le module de calcul des coûts marginaux à court, moyen et long terme, le module de planification financière et le module d'étude de la structure des coûts et des tarifs. Le ministre a informé que le diagnostic de la situation actuelle DDG révèle les faiblesses suivantes. Le manque de capitaux propres, la faiblesse du prix de vente moyen de l'électricité qui ne couvre que 30% du coût de revient, le déséquilibre entre les tarifs, basse tension et moyenne tension, le recours à des sources d'approvisionnement onéreuses pour compenser l'insuffisance de l'approvisionnement des centrales hydroélectriques. Et enfin, la facturation au forfait et l'absence de système de comptage généralisé en basse tension et un délai de recouvrement des factures trop long. À cet effet, il a proposé les solutions ci-après. Revue du système tarifaire, mise en œuvre d'approvisionnement d'énergie à moindre coût, lutte contre la fraude, installation de compteurs chez les abonnés pour lutter contre la facturation forfaitaire, amélioration du recouvrement des créances clients. Dernier sujet abordé, le premier salon des entrepreneurs de Guinée qui s'est achevé ce jeudi à Conakry. Le ministre en charge des investissements et des partenariats publics et privés a rappelé que l'objectif du dit salon est de promouvoir les opportunités de l'entrepreneuriat, communiquer sur les réformes engagées par l'État et réfléchir sur les conditions d'émergence d'une classe dynamique d'entrepreneurs nationaux. Je vous le disais en titre, le président de la République a visité ce jeudi le chantier du CHI de Danka. Professeur Alpha Condé est allé s'inquérir du niveau d'exécution des travaux sur le terrain. Les résultats sont encourageants. Le chef de l'État a invité les entreprises à accélérer l'achèvement des travaux. Suivez le compte-rendu de Sanassi Keïta. C'est une chanson qui témoigne parfaitement du travail abattu par le président de la République dans ses centres hospitalo universitaires de Danka. Un hôpital que professeur Alpha Condé tient à moderniser pour le plus grand bonheur des Guinéens. D'où sa présence aujourd'hui, en compagnie d'une importante délégation pour constater surtout l'état d'avancement des travaux. Des travaux déjà exécutés à plus de 90%. Partout dans cet hôpital, le président de la République, professeur Alpha Condé, a visité avec une attention soutenue toutes les installations déjà faites et celles en cours de finition. Des salles d'urgence, en passant par les bureaux, jusqu'aux différents blocs opératoires, les techniciens en charge de l'exécution de ces travaux ont brièvement expliqué au professeur Alpha Condé les équipements de dernière génération qui doivent rapidement être aménagés. Je voudrais vous signifier l'honneur et la gratitude que je ressens aujourd'hui de voir Monsieur le Président de la République sur le chantier de l'hôpital national d'Anka. Les travaux sont terminés à 95%, les finitions sont en cours et très bientôt Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, chef de l'État, va livrer le meilleur hôpital de la sous-région aux populations guinéennes. Je lui dis merci, grand merci et merci mille fois. Le président de la République a appelé ses techniciens à plus d'efforts pour rapidement réaliser ces travaux de rénovation et d'extension de ce grand centre hospitalo-universitaire. Il faut que l'hôpital ouvre très bientôt parce que ça va nous permettre de mieux soigner les malades parce qu'il y aura 15 blocs opératoires et il y aura des appareils modernes, etc. Donc ça nous permettra de
de faire moins d'évacuations, que les Guinéens soient ici, ce qui mettrait tout le monde sur le même pied d'égalité. Et quelles sont vos impressions? Non, pour le moment, il faut que toutes les entreprises travaillent sur le même rythme pour que certaines ne remplacent pas. Donc la semaine prochaine, donc vraiment on va les convoquer tous. Ceux qui sont en retard doivent se mettre à jour. Il faut que l'hôpital ouvre la date indiquée. L'objectif du président de la République est de faire de ce centre hospitalo-universitaire du pays l'un des hôpitaux les plus modernes de la sous-région, avec surtout les équipements de dernière génération. L'objectif étant de répondre favorablement aux besoins fondamentaux des populations en matière de confort et de soins de santé de qualité. Toutes choses qui prouvent à suffisance l'intérêt qu'accorde aujourd'hui le chef de l'État au secteur de la santé, avec la construction non seulement de cet hôpital, mais aussi et surtout des centres de santé améliorés dans toutes les sous-préfectures du pays. Dans l'actualité encore, la campagne de vulgarisation du PNDS a été lancée dans les régions administratives du pays. En Zirikouré, près de 200 participants ont pris part à la cérémonie. Le programme national de développement économique et social est bien apprécié par les populations à la base. Maïmouna Belayalo, Sadoubari, envoyé spéciaux. Élus locaux, sociétés civiles, confessions religieuses et services techniques confondus s'approprient du contenu du PNDS ici dans la capitale de la Guinée forestière. Des cadres du ministère du Plan et du Développement économique sont en ce moment à Zirikouré pour présenter aux différents acteurs ce document afin de faciliter sa mise en œuvre. La plus grande partie des objectifs du PNDS, c'est les populations locales qui sont bénéficiaires. Donc ce que nous attendons d'eux, c'est de nous accompagner, de s'approprier de ce PNDS-là. Et surtout quand vous prenez le pilier 4, comme je le disais, qui est la gestion durable de l'environnement, il faut que ces populations locales qui sont en train de menacer nos ressources vraiment naturelles, comme les forêts classées, comme les espèces vraiment animales et végétales, il faut qu'ils comprennent que ces menaces-là ne doivent plus continuer. Le succès de la mise en œuvre du PNDS 2016-2020 dépendra de l'implication de chacun de nous. C'est pourquoi, ensemble, nous devons tous œuvrer pour hisser la Guinée au rang des pays émergents à l'horizon 2040, tel qu'ambitionné par le président de la République, professeur Alpha Condé. Une Guinée prospère, plus inclusive et au capital naturel géré de façon durable, c'est l'ambition des autorités guinéennes à l'horizon 2020. Pour que cela se réalise, il faut aller vers les populations à la base, confrontées à d'énormes difficultés liées à la pauvreté, à l'enclavement des zones de production, à l'accès à l'eau, à l'éducation et à la santé. J'ai d'abord des réunions. À chaque conférence, il faut faire passer l'idée de ce plan. Qu'est-ce qu'il fait? Et ça peut se faire à marge. Mais aussi, il faut organiser des rencontres à ce sujet pour le vulgariser, pour restituer les éléments de ce plan. Aujourd'hui, on a compris que le gouvernement a mis déjà un système en place pour que tous les secteurs du pays soient touchés afin que le développement du pays soit harmonieux. La région de Zirikouré, avec ses 6 préfectures, a une superficie de 37 658 km² et une population de 1 578 030 habitants. Le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire en tournée d'information et de sensibilisation des élus locaux sur les enjeux des outils de la planification urbaine. Les communes de Dixine et Kaloum constituent la première étape de cette rencontre. Dr Ibrahima Kourman tente d'impliquer les responsables locaux dans les projets d'urbanisation. Saint-Martin signe le reportage. La gestion foncière en Guinée est une question complexe. Face à la problématique du développement urbain, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire réactualise les différents schémas directeurs nationaux et régionaux. Un plan de développement spatial de la capitale Conakry et les villes environnantes est adopté. Il traduit le projet Grand Conakry 2040. Pour une meilleure coordination des actions gouvernementales et communales, le ministre de ces secteurs entame une mission d'information et de sensibilisation des élus locaux dans les communes de Dixine et Kaloum sur des projets d'aménagement et de construction. Le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire et le ministère de l'Administration du Territoire sont 2 ministères
qui ont une action directe et sur le sol et sur les populations. Nous avons décidé, sur instruction du président de la République, son Premier ministre, de faire en sorte que nous puissions nous rapprocher des collectivités, des élus locaux, que nous puissions nous rapprocher d'eux pour qu'ensemble, nous essayons de faire en sorte que tout ce qui doit servir comme action, activité au niveau du sol, au niveau de ces populations, que nous puissions travailler de manière à ce que les choses se fassent de façon collégiale. L'objectif aujourd'hui du gouvernement, du président de la République, c'est que ce qu'il a comme ambition, d'abord la quiétude des populations, la paix au niveau des populations, créer un cadre de vie décent, faire en sorte que ces populations vivent dans les conditions les meilleures, qu'ensemble, les populations et les administrateurs, que nous soyons ensemble pour que cette situation, cela soit. Que tout ce qui est deniers publics, en tout cas tout ce qui est bien, domaine de l'État, qu'ensemble, nous puissions les récupérer. Pour que toutes les actions qui doivent être faites, pour le bien des populations, ces actions-là puissent se faire et que ce ne soient pas des actions qui, demain, elles soient faites aujourd'hui, demain cassées. Il ne faut pas qu'on soit toujours dans un perpétuel recommencement. L'implication des élus locaux dans la réalisation des projets présidentiels est donc sollicitée. Il y a un programme déjà élaboré par l'État qui est la vision Conakry 2040. Et en ce qui nous concerne, nous avons aussi bâti notre campagne autour de projets. Et donc il faut que les deux se mettent ensemble pour que nous puissions démarrer les travaux. Parce que ce qui est sûr, c'est que nous allons démarrer dans les semaines qui suivent le pavage. Et c'est une occasion pour nous, et c'est déjà ce que nous avions sollicité auprès du ministère, de savoir exactement par quoi l'État commence. Et vous savez qu'il y a un programme marocain qui s'occupe de pavage de certaines avenues. Donc avec cette concertation, ça nous permet de ne pas aller en disperser et de savoir de quel côté nous devons commencer notre programme de pavage. Effectivement, cette rencontre nous a édifié, ça a été une très bonne rencontre parce que elle nous permet à partir d'aujourd'hui de résoudre beaucoup de problèmes qui naissaient à la base. Il y avait trop de conflits d'attribution, mais je crois qu'avec ça, les conflits vont être relevés et chacun saura ce qu'il doit faire désormais. Et j'ai sollicité que nous soyons reçus par lui chaque fois que cela est nécessaire. Donc la concertation va nous permettre d'harmoniser nos efforts sur le terrain. À travers cette approche participative, les autorités du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire entendent inclure dans les outils de planification les projets de développement à la base. Il est désormais exigé des mêmes élus locaux de toujours se référer au secteur de l'habitat avant tout projet d'aménagement et d'urbanisme. En plus bref, en images, télécommunications avec cette bonne nouvelle pour les abonnés de la téléphonie mobile. La carte G sera bientôt une réalité dans notre pays pour les clients d'Orange Guinée. La convention de concession et d'exploitation de cette technologie a été signée cet après-midi par le ministre des Postes et Télécommunications et le directeur général d'Orange Guinée. Nous y reviendrons. Et puis à l'étranger, la 63e session de la Commission de la condition féminine se tient à New York, aux États-Unis. Les représentants des différents pays continuent la présentation de leur politique d'autonomisation des femmes. Hier, la ministre de l'Action sociale a passé en revue les progrès enregistrés et les grands défis à relever en matière de la protection des droits de la femme. Sur place à New York, Fatoumata Samora. À la 63e session de la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme, la ministre de l'Action sociale décline la politique du gouvernement guinéen en matière de promotion et de protection des droits des femmes. Une stratégie qui a permis la mise en place d'une politique de protection sociale. Le gouvernement guinéen, sous l'impulsion du professeur Alpha Condé, président de la République, a doté le pays de sa toute première politique de protection sociale sur laquelle est bâti le plan national de développement économique et social qui intègre les objectifs de développement durable. L'un des axes prioritaires de ce programme national est la réalisation à court terme de l'égalité des sexes. Ainsi, le volume de financement alloué aux organisations de femmes a atteint plus de 100 milliards de francs guinéens sous forme de crédit revolving. Dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin, 20 centres d'autonomisation modernes ont été construits et équipés où environ 5000 femmes-filles bénéficient de formation dans les filières de la transformation agroalimentaire et l'informatique. Dans le secteur de l'éducation, la scolarisation de la jeune fille a atteint presque 86%.
environ. Dans le domaine de l'emploi, 6 857 femmes ont été recrutées dans la fonction publique pour la période 2010-2018. En Guinée, l'autonomisation des femmes est une priorité de première importance. Des sommes colossales sont injectées dans des activités génératrices de revenus, facilitant ainsi l'accès des femmes au crédit. Dans le secteur agricole, 3 314 paysans ont été formés en techniques améliorées de production agricole et d'étuvage. En termes d'infrastructures, 25 magasins de stockage et 86 ouvrages agricoles ont été construits. 1235 hectares de périmètre maraîcher ont été aménagés et 1785 femmes rurales chefs ménage ont reçu des kits maraîchers. En matière de commercialisation, 3000 femmes ont pu exporter outre-Atlantique 65 tonnes de beurre de qualité traité et raffiné. Dans le secteur halieutique, 18 750, 4 femmes organisées en groupement d'intérêt économique ont bénéficié de 10 fumoirs améliorés et d'une dizaine de chambres frigorifiques. Quant au taux de mortalité maternelle, il est passé de 980 à 550 décès pour 100 000 naissances grâce au programme de gratuité de la césarienne. En dépit de ces efforts en faveur de la gente féminine, des défis restent encore à relever. Pour réaliser l'autonomisation multidimensionnelle des femmes, tous les acteurs concernés devraient redoubler d'imagination. Restons toujours à l'étranger. La République centrafricaine abrite la 24e conférence des directeurs généraux de l'Organisation mondiale des douanes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est le général de brigade Toumani Sengaré, vice-président de cette organisation, qui préside les travaux. Une occasion de faire le bilan de la mandature de la Guinée. Voici le reportage de nos envoyés spéciaux David Silla, Isidore Nandamou de Tunkarata. Directeurs généraux des douanes, experts, partenaires, membres des institutions nationales et internationales, sociétés civiles, tous ont répondu présents à l'appel de l'OMD-AOC et des autorités centrafricaines pour débattre des questions douanières de la région. Malgré le contexte sociopolitique du pays, les autorités se félicitent de la confiance et de l'intérêt que les uns et les autres ont bien voulu accorder à l'événement. C'est vrai que la République centrafricaine aujourd'hui traverse une situation particulière, mais cela n'en demeure-t-il pas moins que nos frères des douanes des autres pays ont accepté de venir en Centrafrique et ils sont en train de projeter une nouvelle, une autre image de la République centrafricaine par rapport à celles qui sont celles que vous connaissez tous. Il y a la guerre, etc. Non, il y a un contexte sécuritaire qui est là. Mais nos frères ont décidé de venir ici pour justement parler des questions de la douane. Cette rencontre, considérée comme le lieu et le moment opportun pour passer au peigne fin les contraintes auxquelles la corporation douanière est confrontée, le vice-président de l'OMD-AOC a saisi l'occasion pour saluer le soutien des autorités au plus haut niveau avant de pointer du doigt les nouveaux défis à relever. Les défis sont nombreux parce que vous comprendrez que la conférence se tient à un moment où les gouvernements ont de plus en plus besoin de ressources internes pour financer leur programme de développement. Au même moment, il y a l'insécurité qui gagne du terrain à travers le terrorisme, les grands trafics. C'est dans ce contexte que nous tenons cette 24e conférence des directeurs généraux. Donc nous allons parler du plan stratégique régional que nous avons élaboré à Conakry en 2018. Nous allons également examiner et adopter certains éléments de ce plan d'action. Nous allons parler de l'interconnexion, nous allons parler des échanges, la facilitation des échanges. Nous allons également parler de la sécurité aux frontières. Le secrétaire général de l'OMD, qui a rehaussé de sa présence les travaux, salue le leadership de la Guinée et croit dur comme fer que les travaux vont donner lieu à de bonnes recommandations. Dans cette région, c'est le directeur général de Guinée-Conakry qui dirige cette région. Et sous son leadership, il y a beaucoup de structures régionales et aussi 23 pays. Et donc c'est grâce à son leadership que cette région reste très active. Donc je
toujours, je tiens contact avec lui pour que je puisse avoir beaucoup plus de, disons, avis et puis leurs souhaits. Après l'ouverture officielle des travaux de la 24e conférence des directeurs généraux ici à Bangui, les travaux proprement dit se poursuivre ici sous l'autorité du général de brigade Toumani Sengaré. Il lui reviendra de porter au plus haut niveau de l'OMD et des États le plaidoyer de ses pairs en faveur des douanes modernes et suffisamment outillées pour répondre aux défis de l'insécurité, de la sûreté et des nouvelles technologies, la communication. Ezor Dadamo depuis Bangui, merci. En plus bref, le nouvel ambassadeur de la Guinée au Liban vient de présenter ses lettres de créance au général Michel Aoun, président du Liban, et l'occasion pour le diplomate guinéen d'évoquer les relations de coopération entre nos deux pays. On l'écoute. Le diplomate guinéen qui... Son Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres de créance par lesquelles Son Excellence Professeur Alpha Condé, Président de la République de Guinée, m'accrédite auprès de votre gouvernement, ainsi que les lettres de rappel de mon prédécesseur. Voilà des images et des propos recueillis par Mohamed Kamara. Le salon des entrepreneurs se déroule à Conakry, une plateforme d'échange sur l'entrepreneuriat. L'idée est d'encourager les jeunes à la création d'entreprises et de les permettre de présenter leurs projets à des chefs d'entreprise venus de par le monde. Mohamed Amine Solano. Pour sa première édition, le Salon des entrepreneurs réunis du beau monde. 2000 participants et au menu, conférences, ateliers, rencontres. Tout un cocktail pour un objectif clairement présenté, créer chez les jeunes l'envie d'entreprendre, une véritable plateforme d'échange d'expériences, mais pas seulement. Nous sommes exposants, on a pu rencontrer des dirigeants de sociétés et puis on s'échange de contacts et puis on va voir à un moment donné comment on peut travailler ensemble. Favoriser le partage d'expériences, c'est l'un des objectifs de ce salon qui se fixe aussi le défi de réfléchir sur les conditions d'émergence d'une classe d'entrepreneurs dans un pays où les populations, dans leur grande majorité, nourrissent le rêve d'intégrer l'administration publique. Le grand challenge de l'AKIP en organisant de l'AKIP et de la Chambre de commerce internationale en organisant ce salon, c'est de vraiment proposer des outils aux entrepreneurs guinéens, mais des outils tangibles qui peuvent vraiment les aider dans leur quotidien. Et également, le salon est fait pour les entrepreneurs et les potentiels entrepreneurs. Donc ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, leur montrer simplement que c'est possible. Un défi de taille que se lancent les initiateurs de ce qu'on appelle ici le SADEN. Sur place, une cinquantaine d'entreprises locales et étrangères et des centaines de jeunes entrepreneurs. Parmi eux, Mohamed. Il a tenu à participer au SADEN où il expose une marque de chaussures conçue par un groupe de jeunes Africains auquel il appartient. De l'ombre à la lumière, le projet séduit. En fait, les produits sont purement africains. On transfère le produit, le textile guinéen en Europe. C'est des faits usines. Une fois après la production, on livre en Afrique. C'est une façon de montrer aux Guinéens le savoir-faire africain. Comme Mohamed, plusieurs autres jeunes présentent ici leur projet à une centaine de conseillers, experts ou dirigeants d'entreprises guinéennes et étrangers. Tous font le pari de se lancer dans les affaires, une aventure toujours pas facile, mais la foire s'impose comme une plateforme de réseautage pour faciliter l'accès à l'intelligence commerciale. Dans l'actualité encore, la Guinée renforce son dispositif de surveillance en matière de lutte contre la grippe aviaire. À un moment, l'USAID vient de doter les agents enquêteurs des techniques de protection de la volaille contre certaines maladies. Mamadou Patebadi est notre correspondant permanent à Mamou.
Identifiée comme maladie zoonotique dangereuse, la grippe aviaire est une pathologie néfaste pour la volaille, la santé humaine et environnementale avec des incidences graves sur l'économie nationale. Pour empêcher son apparition en Guinée, la FAO et le ministère de l'élevage renforcent les capacités des agents enquêteurs sur l'étude de la chaîne de valeur des volailles, des pratiques et comportements à risque par rapport à l'épidémie, ici à Mamou. La Guinée est beaucoup menacée. Le climat est favorable. Les mouvements commerciaux sont très accentués. La porosité des frontières est très remarquable. Donc c'est pour cela qu'il est question maintenant que les agents techniques du terrain maîtrisent toute la situation le long de la chaîne de valeur des volailles pour pouvoir gérer en cas de son éventuelle apparition en Guinée. L'élaboration d'un plan de surveillance de la grippe aviaire permettra à notre pays de disposer des informations fiables sur les différentes zones et les maillons à risque de l'épidémie en vue de prévenir la maladie. Vu que la maladie la grippe aviaire est déjà déclarée dans certains pays de la sous-région, comme la Côte d'Ivoire et d'autres pays comme le Nigeria, le Ghana. Donc il ne faut pas attendre que la grippe aviaire, bien qu'on ne le souhaite pas, arrive dans le pays. Nous sommes en train de prendre des dispositions pour un plan de surveillance au niveau national. La vision, c'est de pouvoir voir sur la chaîne de valeur des volailles les comportements et les pratiques à risque qui peuvent être à l'origine de l'introduction ou de la propagation de la grippe aviaire en Guinée. Pour ces études vont nous permettre d'avoir une étude d'analyse des risques pour pouvoir mettre en place des programmes de surveillance, des programmes de prévention par rapport à la grippe aviaire en Guinée. Après cette formation, les agents enquêteurs vont sillonner les différentes zones de la chaîne de valeur, à savoir Labé, Beila, Koya, Kankan, Farana et la zone spéciale de Conakry. La démarche permettra de sensibiliser les acteurs de la filière, marchands et fabricants d'aliments de volaille sur les dangers de la maladie. Ce 14 mars symbolise la journée mondiale du rein, une journée célébrée en Guinée depuis 2009 par le ministère de la Santé en collaboration avec ses partenaires. L'objectif vise à attirer l'attention des populations sur la fréquence élevée des maladies rénales chroniques et montrer les avancées de la prise en charge des patients. Adia Toubari. Bien silencieuses, les maladies rénales sont qualifiées de pièges de par l'absence des symptômes spécifiques. Dans la plupart des cas, c'est surtout les patients en stade chronique de la maladie qui sont facilement dépistés. À cette étape, leur vie repose sur l'hémodialyse, un traitement pour épurer le sang grâce à des générateurs de dialyse. Et le traitement permet de stabiliser ce désordre, débarrasser le sang de ses déchets et équilibrer le volume d'eau qu'on apporte parce que le rein ne l'élimine plus, donc la machine fait ce travail. Et c'est ça qu'on appelle le rein artificiel, c'est là où l'échange se fait. Le sang propre revient et le sang, les déchets qui sont tirés du sang vont aller vers les égouts. Derrière la machine, il y a les égouts. Vraiment, ce qui est sur moi avant et aujourd'hui, c'est un peu différent. Oui. Parce qu'avant, j'ai vomi, donc il y avait trop de fatigue, mais pour le moment, c'est un peu diminué beaucoup. La dialyse pour un malade qui souffre d'insuffisance rénale chronique est un traitement à vie. Dans ce centre national d'hémodialyse de Donka, les patients sont soumis à un calendrier strict de traitement. Ils viennent 2 fois par semaine pour une séance de 4 heures de dialyse. 160 patients sont suivis ici avec une prise en charge subventionnée à plus de 80% par le gouvernement. La volonté politique dans l'amélioration des soins apportés aux malades rénaux se justifie aussi par la mise à disposition de plusieurs équipements médicaux. Ceci en matière d'équipement, de produits pharmaceutiques et de consommables d'hémodialyse. À ce titre, le nombre de générateurs de dialyse fonctionnels est passé de 5 en 2003 à 37 et le nombre de patients traités de 20 en 2003 à 160 en 2018 pour atteindre 200 en 2019.
Les problèmes rénaux affectent environ 10% de la population guinéenne, selon les néphrologues. L'hypertension artérielle, le diabète, les infections, l'obésité, le tabagisme et l'alcoolisme constituent les principaux facteurs de risque. Cette année, l'accent est donc mis sur la lutte contre ces facteurs pour prévenir les insuffisances rénales et réduire les complications chez les malades. L'aménagement hydroélectrique de Soapiti intéresse à tous les Guinéens. Les femmes travailleuses de Lugar ont profité de la fête internationale des femmes pour aller visiter ce vaste chantier. C'est le premier élément des nouvelles nationales traitées sous forme de télégramme en images signé Nabi Kamara. Lancé le 22 décembre 2015 par le chef de l'État, président de la République, professeur Alpha Condé, les travaux d'aménagement hydroélectrique de Soapiti vont bon train. Ils sont à ce jour exécutés à 70% selon la direction générale de ce méga projet. L'ampleur et le rythme de ces travaux suscitent la curiosité de tous les Guinéens. C'est le cas de ces femmes travailleuses de Lugar qui ont mis la fête des femmes à profit le 8 mars dernier pour visiter ce vaste chantier au bord du fleuve Concouré, ici à Tondon. On a trouvé que vraiment c'est un bon projet. Nous remercions vraiment le président pour ce projet. Donc on sait que le pays est vraiment en phase de développement. L'Université Générale Lansana Conté de Symphonia dans l'élan du mois de la femme. L'institution organise une conférence débat sur le thème « Quelle politique pour promouvoir la femme ?» L'initiative est des femmes enseignantes engagées pour la promotion féminine. L'autonomisation est perçue principalement sur son volet économique. L'économie est certes importante, mais il y a d'autres niveaux, c'est-à-dire la prise de